On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin dans un instant avec Anne Niva, reporter de Guerre Indépendante. Bonjour Anne. Bonjour. Et Bruno Darou, chroniqueur international, ici même à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour Bruno. Ça devait arriver un jour. Bonjour Bruno Darou, ravi de vous retrouver. Raphaël. Et oui, Gauthier était à cette place pendant les 3 dernières semaines, d'où l'habitude qui a été prise. Mais on est toujours ravis de revoir Bruno Darou tout au long de cette semaine, comme une semaine sur deux. C'est le rythme en général. On va discuter, en tout cas, actualité, comme d'habitude, ce soir. Et le blogueur ultranationaliste tué hier dans un attentat à la bombe à Saint-Pétersbourg, décoré par Vladimir Poutine à titre posthume. Moscou qui voit derrière ce meurtre l'Ukraine et des agents proches de l'opposant Alexei Navalny. Une suspecte, en tout cas, est déjà sous les verrous. Et puis New York se prépare à la probabilité d'affrontement. Donald Trump atterrit dans une demi-heure maintenant. Il comparaît demain pour être inculpé dans l'affaire Stormy Daniels, une somme d'argent remise à une actrice du porno pour acheter son silence. Et tout de suite, on va plus loin. C'est le principal enjeu des combats qui ont lieu actuellement en Ukraine. La ville de Barmout est-elle tombée aux mains des Russes après des semaines de combats? C'est en tout cas ce qu'affirme Evgeny Prigojine, le leader du groupe Wagner, qui réussit une fois de plus à mettre d'accord contre lui à la fois l'état-major russe et l'armée ukrainienne. Aucun d'entre eux ne fait état de la moindre avancée côté russe dans cette ville du front. Alexandra Karini. Cette vidéo a été publiée dans la nuit de dimanche à lundi sur le compte Telegram de Evgeny Prigojine. On y voit le patron de la milice Wagner, un drapeau à la main. Le bâtiment que vous voyez derrière moi, c'est la mairie. Et ça, c'est un drapeau russe. D'un point de vue légal, Barmout a été prise. Une information qui n'est pas confirmée par l'armée ukrainienne. Dans son message quotidien dimanche soir, le président ukrainien s'est contenté d'adresser des mots d'encouragement à ses combattants. Je remercie nos soldats qui se battent près d'Avdivka, de Marinka, de Bakhmout, surtout Bakhmout. C'est particulièrement tendu aujourd'hui. Bakhmout est devenu le symbole de la lutte entre Moscou et Kiev pour le contrôle de la région industrielle du Donbass. Ces derniers mois, les troupes russes ont progressé au nord et au sud de la ville, coupant des routes stratégiques. Le 20 mars dernier, le chef de Wagner affirmait déjà détenir 70% de la ville. À Kiev pour France 24, on est avec Gulliver Kra. Gulliver, quelles sont les informations qui vous parviennent de Barmout? Alors les informations, si on est à Kiev, parviennent bien sûr par des intermédiaires. Mais aujourd'hui, j'ai parlé à un conseiller de l'équipe de Volodymyr Zelensky qui, lui, avait été en contact avec des soldats qui disaient que les Ukrainiens tiennent encore Bakhmout et même si effectivement ils ont perdu un petit peu de terrain dans le centre-ville, ont tout de même le sentiment que la situation s'est stabilisée par rapport à ce qu'elle était il y a un mois par exemple, avant tout parce que la route par laquelle les Ukrainiens accèdent à Bakhmout est devenue un petit peu moins dangereuse qu'elle ne l'était avant du fait de certains gains de position, je suppose, de l'armée ukrainienne. Tout est bien sûr relatif, cette route reste très dangereuse, mais les Ukrainiens ne sont pas sur le point de perdre l'accès au centre-ville. Après, pour ce qui se passe vraiment dans le centre-ville, toujours par la même source, on me fait parvenir les informations comme quoi il ne convient même pas de parler de bataille pour le contrôle de telle ou telle route, coin de rue ou bâtiment. Il s'agit de bataille pour tel ou tel étage dans ce qui reste des bâtiments, des immeubles d'appartements, surtout dans le centre de Bakhmout. Il se peut que les Ukrainiens contrôlent un étage et les Russes un autre étage, ou que les Ukrainiens sont en sous-sol et les Russes au-dessus, par exemple. Et puis pour ce qui est de la mairie, j'ai vu une vidéo filmée par un drone. Je pense que cette vidéo est vraie, d'après ce que je vois. Mes souvenirs de Bakhmout pourraient y avoir été avant la guerre. La mairie n'existe plus, en fait. Ils ont planté un drapeau sur les décombres. D'accord, ça permet effectivement de rendre compte de l'état de la ville. Vous restez avec nous, Gulliver. On vous retrouve dans un instant, Anne. Malgré la revendication d'Evgeny Prigojine de la prise de la mairie donc de Barmout, l'armée russe, elle ne fait état d'aucune avancée sur place. Nouvelle illustration de la défiance qu'inspire Wagner à l'état-major russe. On peut parler de dissension au sommet? Oui, enfin, je pense que c'est vraiment de réussir à mettre d'accord le ministère de la Défense russe et les Ukrainiens. C'est quand même une prouesse. Personne ne peut réussir à faire ça, sauf Evgeny Prigojine, en fanfaronnant
qu'il a pris la mairie de Bakhmout, dont Gulliver Craig nous dit qu'elle n'existe plus, puisqu'il a vu qu'elle n'existait plus déjà depuis un certain temps, et je veux bien le croire. Donc, la vérité, c'est que personne ne sait. La vérité, c'est qu'on est aux prises, là, au cœur de ce qu'on appelle le brouillard de la guerre, c'est-à-dire que si on n'est pas sur place, et même en étant sur place, c'est très difficile sans doute de se rendre compte exactement de qui a clairement gagné. Tout ce que ça veut dire que pour le moment, personne n'a gagné cette bataille. Et pour l'opinion publique russe, ces dissonances au sommet, ça inquiète? Non, mais l'opinion publique russe, là, elle est aux prises aujourd'hui avec autre chose dont on va parler, je pense, tout à l'heure, qui est l'assassinat de ce blogueur. Oui. Et puis surtout, ça fait très longtemps, Raphaël, qu'on parle pour l'opinion publique russe de Bakhmout. Ça fait 11 mois. Ça fait 11 mois. Donc les dissensions, elles font plutôt rire aujourd'hui une certaine partie de la population russe. Oui, parce que ces dissensions, elles ne sont pas nouvelles, Bruno. Le groupe Wagner a revendiqué des avancées militaires à plusieurs reprises, sans qu'elles soient confirmées. Oui, en fait, cette affaire de Bakhmout, en fait, ça devient un révélateur, grandeur nature, semaine après semaine, effectivement des dissensions quand même entre le groupe Wagner et l'état-major. On se souvient qu'il y a quelques semaines, l'état-major russe visiblement a décidé de ne plus fournir de munitions à Prigojine qui lui-même se plaignait. Donc après, c'est un peu difficile à décrypter. Est-ce que Vladimir Poutine, dans un premier temps, vu l'inefficacité de l'armée russe, s'est dit tiens, ce serait pas mal d'utiliser Wagner pour prendre Bakhmout, et puis qu'en fait Prigojine a pris trop d'importance, donc il a rétro-pédalé en donnant ordre à l'état-major russe de mener la vie dure à Prigojine. C'est une possibilité, ça paraît assez plausible, mais en tout cas, c'est quand même assez dingue, si vous me passez l'expression, que c'est un pays en guerre, et il y a donc le chef d'une milice privée qui ne cesse de mettre en cause le ministère de la Défense. Mais duquel il dépend complètement, Bruno. C'est-à-dire, ces munitions dont vous parlez, après s'être plaint de ne pas les recevoir, il les a reçues. Parce que Yevgeny Prigojine n'est rien sans l'argent que lui donne le ministère de la Défense russe. Voilà, il fonctionne grâce à ce que lui offre le ministère de la Défense russe, qu'il se permet de critiquer. Oui, c'est ça qu'on essaie tous de comprendre. Là, aujourd'hui, sur la place publique, on a quand même effectivement un état-major ukrainien qui est effectivement un état-major russe qui parle comme l'état-major ukrainien et qui dit, en gros, il ne s'est rien passé de notable dans les 24-36 dernières heures. Et on a Prigojine qui fait de la com, qui montre d'abord le drapeau de sa milice avant de montrer le drapeau russe, qui là aussi pose problème. Et puis globalement quand même, Anne le disait à l'instant, ça fait, vous dites 11 mois, voilà que soi-disant la deuxième armée la plus puissante au monde essaye de prendre cette ville qui, d'après tous les experts, n'est même pas stratégique. Donc du point de vue ukrainien, apparemment, on est dans une stratégie d'attrition, c'est-à-dire d'amener toutes les forces russes à se concentrer sur cette zone-là pour les épuiser. Mais côté russe, ça progresse quand même très très lentement. C'est déjà, moi je trouve que c'est déjà une forme un peu d'échec que cette ville de Bakhmout n'ait pas pu être prise au bout de 11 mois. La Russie, elle annonce l'arrestation d'une femme. Elle est soupçonnée d'avoir pris part à l'attentat à Saint-Pétersbourg hier, l'explosion d'une statuette piégée qui a coûté la vie à un blogueur, l'ultranationaliste Maxime Fomin, alias Vladlen Tatarsky. Moscou accuse les autorités ukrainiennes d'être derrière cet attentat avec l'aide opérationnelle de proches de l'opposant emprisonné Alexei Navalny. Comment réagit-on à Kiev à cet événement et à ces accusations de Moscou, Gulliver ? Sans surprise, le gouvernement de Kiev nie toute responsabilité. Mikhailo Podolyak, conseiller de Volodymyr Zelensky, a dit que c'est probablement plus lié à des conflits internes entre différentes personnes en Russie, peut-être lié à le conflit entre Wagner et le Kremlin, ou même au sein de Wagner. Il y a ce genre de spéculation. Mais ce qu'on entend aussi à Kiev, et ce n'est pas la première fois en fait avec ce genre d'événement, c'est des Ukrainiens qui disent « Bon, c'était pas nous, mais c'est quand même tant mieux, parce que c'est tant mieux si des Russes à Saint-Pétersbourg ne se sentent pas en sécurité, qu'ils prennent un peu plus conscience de cette guerre et peut-être que cela va les faire changer d'opinion. Je vous rappelle que dans la perception des Ukrainiens, presque tous les Russes soutiennent la guerre. Les Ukrainiens croient absolument tous les sondages qui sont faits en Russie qui montrent un très très fort soutien à Vladimir Poutine, même si je pense qu'il y a des raisons de douter un petit peu de la fiabilité de ces sondages. Donc les Ukrainiens ont très bon espèrent que les Russes vont
vont comprendre un peu mieux, vont moins se sentir en sécurité à cause de ce genre d'événements. Et puis aussi, bien sûr, Vladlen, c'est quelqu'un qui était particulièrement détesté par les Ukrainiens, puisque sa réaction après les révélations des massacres de civils à Boutcha a été tout simplement de dire « très bien, on va tous les tuer ». En faisant référence bien sûr aux Ukrainiens. Aniva, vous revenez d'un mois et demi en Russie. C'est une personnalité, ce blogueur. Ça vous surprend? Et puis, vous pensez que ça inquiète effectivement les Russes, l'idée que personne n'est vulnérable aujourd'hui? Alors, invulnérable plutôt. D'abord, qui est ce blogueur? Effectivement, c'est une personnalité, mais comme il y en a, je dirais, plusieurs dizaines. En Russie, on les appelle les turbo-patriotes ou les Z-patriotes. Donc, avec cette lettre Z qui est devenue le symbole du soutien à l'invasion. Il s'exprimait sur son canal Telegram. Ça montre aussi que c'est aujourd'hui sur Telegram en Russie que tout se passe, où tout le monde s'exprime. Et il avait quand même plus de 500 000 abonnés. C'est un homme de 40 ans qui est décédé hier, qui était né près de Donetsk et qui avait servi une peine de prison pour vol à main armée. Au moment, en 2014, quand a commencé la guerre entre séparatistes donc de la République de Donetsk et l'Ukraine, en 2014, vous vous souvenez, justement, à l'époque, ça n'intéressait personne, mais tout part de ce moment-là. Et lui, il était devenu volontaire pour se battre contre l'Ukraine. Et alors lui, ce qui est étonnant, c'est que cette jeune fille de 26 ans, qui est accusée de lui avoir donné cette statuette qui représentait son propre buste, le buste du blogueur. Tout le monde l'a filmée en donnant cette statuette, parce qu'il y avait une centaine de personnes, tout le monde avait son smartphone. Et il paraîtrait même qu'elle a blagué en remettant cette statuette en disant que peut-être il y avait une bombe à l'intérieur. Et moi, il me paraît quand même étonnant que cette jeune femme que les autorités russes nous présentent comme anti-guerre, ait été aussi bête que d'aller aller remettre un cadeau à un blogueur ultra connu pour être donc pro-guerre, et en sachant ce qu'il y avait dedans. Ça paraît étonnant. Quel est le résultat de tout cela? Ça sème, comme vous l'avez dit, la terreur, bien sûr. Et c'est le but. Que ce soit les services ukrainiens qui l'aient fait ou que ce soit des radicaux dans la société russe, finalement, enfin moi j'allais dire pas peu importe, mais moi je ne sais pas qui c'est, je ne vais pas faire des supputations. En tout cas, l'important c'est ce que ça provoque. Et ce que ça provoque, c'est que ça sème la confusion dans la société russe. Parce qu'aujourd'hui, on va donc peut-être croire que chaque personne qui est anti-guerre est potentiellement un terroriste. Et ça, c'est ce que souhaitent les autorités russes. Elles souhaitent que justement ceux qui sont anti-guerre en Russie soient considérés comme des personnes qui sont potentiellement des terroristes. Et ça, c'est très grave. Cette affaire, elle vous intrigue aussi, Bruno? Oui, elle est intrigante d'abord. Oui, elle est mystérieuse. Oui, alors c'est un vrai scénario à la James Bond version Russie, parce que pour revenir à la jeune femme quand même, elle était connue visiblement comme effectivement étant anti-guerre. Ayant participé à une manifestation anti-guerre le premier jour de la guerre. Elle a fait 10 jours de prison. Ensuite, maintenant, les autorités russes disent qu'elle faisait partie du Fonds de lutte contre la corruption d'Alexei Navalny. Et effectivement, quand on voit les images de cette jeune femme qui rentre franchement très facilement dans ce grand bar qui appartient d'ailleurs à Yevgeny Prigojine et qui se trouve juste à côté du QG, en gros, de sa société Concorde. Donc, elle y rentre, elle va quand même assister à une réunion d'ultranationalistes. Qui a lieu tous les dimanches. Voilà, et elle y rentre comme ça, très très facilement. On voit les images à l'intérieur, elle a l'air quand même assez à l'aise. Donc, est-ce qu'elle après, tout est possible? Est-ce qu'elle était infiltrée? Voilà. Il y a même certains commentateurs qui se sont demandé si elle savait que, puisqu'elle a plaisanté effectivement sur le fait qu'il y avait une bombe dans la statuette, si elle-même était au courant ou si elle s'est faite piéger. D'ailleurs, je crois qu'elle a dit elle-même, je me suis fait avoir, je me suis fait elle ne l'a piéger. pas dit, c'est son mari qui l'a dit. Son mari qui, lui, est à l'étranger. Voilà. Donc, en tout cas, vous voyez beaucoup de zones d'ombre. Après, évidemment, donc on se pose la question, mais on est comme Anne, on peut pas y répondre. À qui profite le crime? Est-ce que c'est plutôt aux Ukrainiens pour dire, vous voyez, aux Russes, vous voyez, la guerre, elle est là maintenant, elle est chez vous? Ou est-ce que c'est les autorités russes qui, effectivement, vont dire tous ceux qui s'opposent à la guerre sont, par définition, des terroristes? Et puis, le fait de la lier à Alexei Navalny, ça
pourrait peut-être permettre d'alourdir encore les charges qui pèsent contre Alexeï Navalny pour, par exemple, complicité de terrorisme, par exemple. En un mot quand même, je viens de passer pratiquement les 6 derniers mois en Russie. Pour moi, il est impensable qu'une jeune femme, en plus, qu'une jeune femme qui, si elle est réellement anti-guerre, puisse se rendre volontairement de son plein gré dans une réunion qui est connue pour avoir lieu tous les dimanches au même endroit, pour être dans la tanière inverse, si vous voulez. Ça me semble inconcevable. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il va falloir expliquer. Une des hypothèses, alors effectivement, on parle beaucoup d'hypothèses, ça aurait pu être aussi organisé, manipulé, on ne sait pas comment dire, par le FSB ou équivalent, pour d'une certaine manière, alors bon, là on est un peu dans la spéculation, je reconnais, mais pour lancer un avertissement à Prigojine, parce que ce blogueur, d'abord il y avait le café, lieu, mais ce blogueur était proche, il a toujours défendu Wagner, il n'a jamais critiqué Poutine, mais il a toujours défendu Wagner et donc Prigojine. Alors est-ce que c'est un moyen de lancer un message, on verra. Un message subliminal lancé, bon. On ne le saura sans doute jamais, d'ailleurs. On ne le saura sans doute jamais, mais enfin... La Russie qui prend officiellement à la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ambassadeur russe auprès de l'ONU donne une conférence de presse pour l'occasion. Une présidence qualifiée de honte par Kiev durant le week-end. Gulliver, un sentiment largement partagé en Ukraine. On en veut à l'ONU ? Oui, mais pas depuis seulement ce week-end. Depuis pratiquement le début de cette invasion à grande échelle, les Ukrainiens critiquent les Nations Unies et disent qu'il faut vraiment réviser toute l'architecture sécuritaire internationale. Notamment, ils avancent l'argument qu'en fait, la Russie a hérité de la place de l'URSS au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies automatiquement, et cela n'aurait pas dû être fait automatiquement. Pourquoi les autres États, notamment l'Ukraine, qui faisaient partie de l'URSS, n'ont pas eu droit à un siège ou quelque chose comme ça. Et donc oui, les Ukrainiens depuis très longtemps argumentent que ce n'est absolument pas un système qui fonctionne si on a un État comme la Russie qui a toujours le droit de veto et empêche le Conseil de sécurité des Nations Unies de faire quoi que ce soit pour éviter le conflit en Ukraine. Et je pense que les Ukrainiens ne sont pas les seuls en réalité, notamment au sein du Parti des Républicains aux États-Unis. Vous avez des voix qui s'élèvent un peu dans le même sens, dans la communauté des experts internationaux aussi. Je pense que c'est... Ils ne sont pas en train de crier tout seuls dans leur coin. Les Ukrainiens, visiblement, il y a un problème. Voilà. Merci Gulliver Krag avec nous en direct de Kiev. Aniva, c'est une tribune idéale pour Moscou, là, en ce moment, la présidence tournante du Conseil de sécurité. On sait qu'ils ont déjà bloqué par leur veto des résolutions dans le passé. Mais c'est pas très important. C'est-à-dire, ça n'est pas pendant ce mois-là qui commence maintenant de cette présidence tournante qui est ce mois-ci pour la Russie. Ça n'est pas, si vous voulez, cette présidence qui va faire arrêter cette guerre ou faire en sorte que les buts de guerre de Moscou soient imposés. Non, pas du tout. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a un an, c'est-à-dire au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'était également la Russie, c'était le tour de la Russie de présider, c'était son mois. Parce qu'en fait, il y a 15 membres, et donc c'est un mois chaque membre. Donc bien sûr que ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, va en profiter pendant ce mois-ci pour influencer sur l'ordre du jour, faire des conférences qui vont évidemment mettre en avant, à ses yeux, la politique de la Russie. Ça, c'est certain. Mais ça n'aura pas... En revanche, pour rebondir sur ce que vient de dire Gulliver Krag, je pense que je ne suis pas étonnée de ce qu'il dit à propos des Ukrainiens. Bien sûr, ça n'est pas nouveau. Les Polonais le disent aussi, et d'autres le disent, et même des membres actuels du Conseil de sécurité. C'est-à-dire que voilà une instance internationale qui est née de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et on est dans un moment du monde qui change complètement. Il faudrait revoir tout ça. Mais c'est pas en pleine guerre. Bien sûr. On va le revoir, donc c'est peut-être pas le bon moment. Bruno, on va passer à Donald Trump dans un instant. Vous voulez dire un dernier mot ? Donald Trump, bien sûr. Oui. Mais non, mais effectivement, on peut comprendre en même temps l'indignation des Ukrainiens.
effectivement, vous imaginez revoir, surtout en période de guerre, l'organisation de l'ONU avec les membres permanents, les membres non permanents. Déjà avant la guerre, parce que ça fait quand même une bonne vingtaine d'années que certains pays qui ont émergé sur la scène internationale disent écoutez, ça suffit, là, cet ordre international, il date de 1945. Il faudrait peut-être que des pays comme l'Afrique du Sud, le Brésil, etc., l'Égypte, siègent au Conseil de sécurité. Et ça ne donne rien, ça ne bouge pas. Donc moi, je ne pense pas que ça va bouger. Que ce soit en période de guerre ou même après, je suis assez sceptique. Après, les présidences tournantes du Conseil de sécurité, vous en entendez beaucoup parler? Non, même on en parle justement parce que c'est la Russie. Là, on en parle parce que, évidemment, c'est la Russie et qu'il y a cette situation bien particulière. Mais honnêtement, je ne crois pas que ça va changer grand-chose. Donald Trump, donc je le disais, parce qu'on parle de New York, il est en route, lui, pour New York. C'est sa ville d'origine. Son avion doit bientôt se poser à l'aéroport de LaGuardia, nous dit-on, d'ici une dizaine de minutes. New York, où il se rendra demain au tribunal de Manhattan pour se voir signifier formellement les chefs d'inculpation, ainsi qu'une prise de ses empreintes et une photo. Le parcours banal de tout prévenu, mais une première pour un ancien président des États-Unis. Fanny Chauvin revient pour nous sur place sur l'acte d'accusation. Donald Trump qui est inculpé par le procureur de Manhattan pour avoir versé $130 000 à l'actrice pornographique Stormy Daniels, avec qui il aurait eu une liaison extra-conjugale. Ce versement devait payer son silence. Il a été fait par l'ex-avocat de Donald Trump, Michael Cohen. C'était juste avant l'élection de Donald Trump en 2016, en pleine campagne électorale. Ce versement a été passé sous couvert de frais juridiques et non en tant que frais de campagne. C'est ce qui constitue un crime. Ce serait une violation des règles de financement de campagne. Alors pour le moment, les charges retenues contre Donald Trump ne sont pas connues. Elles restent sous scellé, mais elles seraient nombreuses. Il y en aurait une trentaine et elles lui seront dévoilées demain lors de son audience. On avait des doutes, il a finalement choisi de se rendre sur place. Donald Trump, ça vous surprend ? Anne Bruno. Je crois qu'il est quand même obligé de se rendre sur place. Et puis, je crois surtout que ce dont il a envie, c'est d'arriver à se poser, à tout retourner, à se poser en victime et à faire en sorte que ça l'aide pour la prochaine présidentielle. Va-t-il réussir? Je ne sais pas, mais on est un peu habitué au tour de magie terriblement sordide de Donald Trump. Il ne faut pas oublier que Donald Trump, c'est avant tout un homme de spectacle à l'origine. Et donc, il sait très bien, quand même, si le buzz, comme on dit, a priori, n'est pas bon pour lui, ce sera quand même du très gros buzz. Regardez, on en parle, on en a déjà parlé la semaine dernière, on va énormément en parler demain. Donc, comme disait une chanson, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Du moment qu'on parle de lui, bon ou mauvais buzz, il sait très bien que ça suscite l'intérêt. Donc il y a un objectif pour lui, à la fois de resserrer les rangs, il y a en partie réussi déjà, du Parti républicain contre lui, et même ses potentiels adversaires à la primaire républicaine serrent les rangs, en fait, ou ne disent pas grand-chose, mais ne disent rien contre lui. Et puis, peut-être espère-t-il demain une démonstration de force de ses partisans, et donc de possibles heurts. D'ailleurs, le maire de New York, Eric Adams, c'est un ancien policier, il a mis en garde tous les fauteurs de troubles, et l'actuel chef de la police a mis en alerte les 55 000 membres, alors en alerte, les 55 000 membres de la police de New York, c'est-à-dire quand même, évidemment, tout le monde a en tête l'attaque contre le 6 janvier, contre le Capitole. 2020. Donc, ils ne veulent absolument pas voir ce genre de scène. Donald Trump, enfin, il va s'en servir, à la fois pour l'image et pour dire une nouvelle fois, pour conforter son électorat, vous voyez, je suis encore la victime d'un complot politique, de cet état profond, de cet establishment que vous détestez et que je déteste, et ils veulent ma mort, et bien soutenez-moi. Et je pense que son calcul, effectivement, c'est ça, c'est que finalement, ça pourrait lui servir pour sa campagne. Tout de même, c'est à double tranchant parce que, imaginons des dérapages de manœuvres qui rappelleraient aux Américains ces images du 6 janvier, vous pensez que ça aurait quel effet sur l'opinion publique ? Moi, je pense que c'est toujours pareil. C'est-à-dire que ces plus fervents partisans vont de toute façon, je pense, le soutenir. Après, apparemment, il y a quand même... je m'avance pas trop parce que s'il faut demain soir... Mais enfin, apparemment, les mesures de sécurité très importantes ont été prises pour que ça ne se reproduise pas. Comme on l'avait fait pour l'investiture de Joe Biden. On avait effectivement mais c'est-à-dire qu'il y a quand même une grande différence. C'est que là, on attend demain. C'est prévu. Tandis que le 6 janvier, c'était pas prévu. Donc, si l'investiture était prévue. Oui, mais c'était pas... On
on n'était pas dans la situation d'aujourd'hui. Disons que ça crée un précédent. Maintenant, on sait qu'il a eu lieu. Oui. Donc, ça me semblerait complexe que ça se reproduise. L'histoire ne se reproduit jamais de façon totalement identique. Mais il est clair que pour Donald Trump, de toute façon, que ça se reproduise, que quelque chose se produise ou rien, pour lui, le défi, c'est de se montrer en victime et de réussir, je crois, à ne pas arriver menotté. Je crois que c'est pour lui le grand défi. Le fameux père Pogue, on se souvient, Dominique Strauss-Kahn. Auquel avait eu droit Dominique Strauss-Kahn. Voilà. Je crois qu'il a même réussi à obtenir un deal pour que ça ne soit pas le cas demain. On scrutera évidemment la réaction de l'opinion publique ensuite. Il y a la campagne pour l'élection présidentielle qui va démarrer dès cet été, puisqu'on aura les premières primaires en début d'année prochaine. Donald Trump, aujourd'hui, malgré ses démêlés judiciaires, il reste la figure centrale du Parti républicain ? Écoutez, moi je trouve que c'est difficile à dire. Il reste une figure très importante. Il a encore beaucoup d'influence et beaucoup de capacité de nuisance aussi au sein du Parti républicain. C'est-à-dire aujourd'hui, au sein de ce parti, se dire anti-Trump, ça reste compliqué. Il y en a certains et certaines, notamment, qui en ont payé les pots cassés. Après... je pense que ses potentiels adversaires à la primaire républicaine vont regarder quand même ce qui se passe dès demain, parce qu'il faut rappeler que ce n'est que le premier épisode d'une série de dossiers judiciaires qui attendent Donald Trump, l'attaque contre le Capitole, la façon dont il a géré les archives présidentielles, le fisc, la manière dont il a fait pression sur certains fonctionnaires en Géorgie pour modifier le résultat de l'élection. Et c'est des dossiers beaucoup plus sérieux. Donc je pense qu'il y en a certains qui pour le moment se taisent, attendent wait and see, comme on dit en anglais, et puis ils vont voir comment ça va se dérouler. Merci beaucoup, merci Anne Niva, merci Bruno Darroux, c'était On va plus loin. Rendez-vous dans 4 minutes pour un nouveau journal dans Paris Direct.